On espère que vous avez passé une belle soirée. Je vais passer le micro à Valérie qui va vous parler un peu de Grégory. Alors, en 5 minutes, parler de Grégory, c'est un truc extraordinaire, ça. Mais je vais la faire bref parce que j'ai tendance à parler beaucoup de moi, en fait. Et mon expérience, c'est pas tout. C'est pas le moment. Vous êtes venu pour lui, pas pour moi. Juste vous dire que c'est une rencontre qui a été magique pour moi, dans le sens de l'âme qui agit, parce que j'étais dans une recherche, une quête, on peut dire, de sens de la vie, et Grégory a su me montrer la bonne porte, en fait. Et c'est moi qui ai ouvert la porte, mais il a su me montrer la bonne porte, qui est celle de l'amour, en fait, tout simplement. Donc, quand cette rencontre a eu lieu, il y a 2 ans et demi, ça n'a pas été facile au début, parce que j'avais ce qu'on appelle un mécanisme de l'ego qui s'est tout de suite mis en place pour me dire non, il ne faut pas l'écouter, celui-là, il n'a rien à te dire. Et puis après, la vie a été magnifique, et aujourd'hui, je peux témoigner que ça a changé beaucoup de choses, et j'espère que ça va vous bousculer comme ça m'a bousculé, dans tous les sens du terme, hein, on peut dire en bon et en moins bon, parce qu'au début ça vibre, ça brasse, et puis voilà. Donc je vous souhaite une belle soirée. Juste une petite recommandation, c'est que c'est une conf-échange, donc c'est une occasion magnifique de pouvoir poser des questions. Sauf qu'on demande à chaque personne d'avoir une seule question, parce qu'on est 200 ce soir. Et si on veut donner la place à tout le monde, ça sera super. Nous allons circuler, donc Muriel et moi, de part et d'autre avec ces micros-là, de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer clairement. Et puis c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. C'est très impressionnant, parce que c'est la première fois. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Parfait. Alors moi aussi je suis ravi d'être ici ce soir, à répondre à cette belle invitation, comme l'a dit Valérie tout à l'heure. Alors pourquoi on est ensemble ce soir? Parce qu'il y a un sujet qui m'importe, qui est celui de mettre ensemble tout le concept de la spiritualité et puis ce qu'on appelle la vie pratique. J'ai souvent observé une sorte de hiatus, de dichotomie, de frontière entre ce qui est su de manière intellectuelle, même ce qui peut être vécu dans le cadre de séminaires, de lectures, de vidéos, peu importe, et puis ce qui est restitué dans ce qu'on appelle la vie de tous les jours, avec la famille, les voisins, le mari, l'employeur, même soi-même. Pourquoi y a-t-il finalement une telle disparité entre ce que l'on sait et ce que l'on ressent pour vrai en son cœur, en sa conscience, et puis ce que l'on partage au monde, et ce que l'on restitue dans le quotidien, dans chacune des entreprises là qui sont suivies. Pourquoi il y a cette frontière qui est là? Alors, souvent on me dit oui, alors ça je suis tout à fait d'accord avec ça, ça résonne tellement fort au fond de moi, mais tu comprends, là dans le quotidien c'est pas possible, parce que et la liste d'impossibilités est longue. Alors on va ce soir ensemble examiner si cette liste d'impossibilités elle est aussi réelle qu'on le pense. Et on va aller dans le cœur du sujet, donc allez-y franco dans vos questions, n'ayez pas de tabou. N'ayez pas de tabou, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun sujet qui doit rester en vous et avec cette sanction qui dit ah, ma question est stupide, je ne vais pas la poser. La seule question que c'est stupide, c'est celle qu'on ne pose pas. D'accord? Ne repartez pas chez vous avec sous le bras une question en disant ah, j'aurais bien aimé la poser. Et certains me disent oui, mais j'ai pas eu le temps de la poser. Non.
Si vous voulez poser la question, vous pourrez poser votre question. Les réponses que je donne en général ne sont pas forcément des réponses qui sont individuelles, au sens où elles répondent un peu plus largement au cas particulier. Mais cela ne vous empêche pas, évidemment, de poser des questions qui soient très personnelles, qui concernent effectivement des détails presque techniques de votre vie de tous les jours. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Est-ce qu'on a envie d'y aller tous ensemble? Alors, est-ce qu'on y va? Alors, qui commence? Les premiers seront les derniers, vous le savez très bien. Alors, j'étais hier soir à Nice. Habituellement, on observe qu'il y a beaucoup de... On dit qu'il y a beaucoup de femmes dans les séminaires, dans les conférences. Hier soir, quasiment toutes les questions ont été posées par des hommes. Là, j'observe que ce soir, c'est un homme qui prend le micro en premier. Alors, vous savez, souvent, les femmes me disent dans les séminaires, ah, ils sont où les hommes? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Mais ils sont là. Et qui a pris le micro en premier? C'est un homme. Ne croyez plus que les hommes soient en retard ou en décalage par rapport à l'avance prise par les femmes. Hein. Bonsoir Grégory. Je m'interroge, je pense que c'est une question qui est assez commune malgré tout. Ça concerne la réincarnation de l'âme, à savoir, paraît-il que l'âme choisit sa destinée à travers un véhicule corporel. Et la question est de savoir pourquoi souvent l'incarnation se passe dans la douleur et la difficulté. S'incarner dans un corps qui est malade, par exemple, me semble difficile à concevoir. Je pense que c'est peut-être une vision très rétrécie de la chose, mais bon, je pense que le guide que vous êtes serait utile. Merci. Alors, s'incarner dans un corps malade. J'ai une mauvaise nouvelle. On s'incarne tous dans des corps malades, ils sont tous condamnés. Alors, la maladie prend un certain temps pour se déclarer. Il y a des espèces de signaux précurseurs, mais on a tellement cru à notre petitesse dans cette expérience terrestre qu'on s'est tous rendus malades. Et donc, toute âme qui actuellement vient sur Terre arrive dans un corps qui est déjà malade. Malade de quoi? Malade de la peur de l'autre, malade du manque, malade d'avoir l'idée qu'il y a un inconnu, malade de l'idée de la souffrance, malade de l'idée de la séparation. Qui fait que cette perspective-là est comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et ce corps porte l'empreinte de quelque chose risque de m'arriver que je n'ai pas demandé et qui va interrompre l'aventure. Alors, ça nous invite à avoir une vision beaucoup plus large de ce qu'est la mort et ce qu'est la bonne santé. Vous avez tous autour de vous des gens qui ont, par exemple, manifesté une maladie comme un cancer, et puis qui vont vous dire, ça y est, le cancer est guéri, on a combattu la maladie, je suis guéri. Qu'est-ce qui est guéri? C'est le corps qui est guéri? La conscience est guérie? Est-ce qu'on sait pourquoi le cancer est arrivé? On a mis un peu de conscience sur l'apparition de cette absence de santé. De quoi on parle? Vous savez très bien que ce n'est pas le symptôme qui définit la bonne santé ou la mauvaise santé. Et puis, de quoi on parle? On parle de quoi? Du corps physique, de la matière, la cellule. Vous avez des gens qui sont en apparente bonne santé physique, et dans les strates un peu plus subtiles, ne serait-ce que psychiques, c'est un chaos indescriptible. Alors,
est-ce que cette idée de santé ne doit pas être réexaminée de manière globale et voir que, bien sûr, si là, tous, autant que nous sommes, avec cette conscience qui, là, globalement nous anime, est-ce qu'on ne vient pas dans ces corps-là pour leur apprendre la santé véritable? C'est-à-dire que non, nul être au monde ne peut te menacer en vérité. Non, tu ne risques rien contre ton gré. Non, cette idée de séparation qui engendre une rupture brutale et apparemment imprévisible de l'aventure n'est pas une fatalité. Ça demande un courage extraordinaire de venir là sur Terre et de ne pas se laisser hypnotiser par le décor ambiant et de rester vertical dans ce corps, dans ce véhicule, et lui réapprendre à quel point il n'est pas séparé de la vie éternelle. C'est une œuvre permanente, à chaque instant. Respirer l'amour en chacune des cellules du corps. Qu'est-ce qu'on lui a appris à ce corps depuis le départ, si je puis dire, globalement? Qu'est-ce qu'on lui dit? Dès qu'il nous envoie un petit signal localisé d'une chose qui nous paraît dysfonctionner, que dit la tête? Au secours, qu'est-ce qui se passe? Vite, il faut trouver une solution ou combattre, ainsi de suite. J'ai peur. Est-ce que c'est l'œil en nous, la conscience qui éclaire là, cette peur, cette idée même de survie qui survient lorsque ce message est prononcé ou lorsque c'est autre chose? Alors, c'est ça aussi, ça nous invite dans notre quotidien, dans cette vie pratique, parce que le corps, il ne nous lâche pas, lui. Il est avec nous tout le temps, tout au long de l'aventure. Quel sort on lui réserve? Quel sort vous réservez à ce véhicule lorsque vous le pilonnez du matin au soir, de « je ne vais pas y arriver, je ne mérite pas, c'est trop cher, c'est trop dur, c'est impossible », et ainsi de suite. Quel signal, parce que la voix, le verbe est vibration, lorsque vous exprimez l'ensemble de vos cellules, entendre ce son-là. Quelle est la vibration que votre corps reçoit en permanence? Quelle est cette nourriture qui est la première nourriture vous lui donnez? Alors bien sûr que, vu l'extérieur, il semble y avoir des disparités. On va dire, oui, tiens, c'est quand même plus difficile pour un tel qui naît avec 2 jambes en moins, ou qui naît aveugle, ou que sais-je. Mais en vérité, ça c'est un détail. Par rapport à la distance qu'il y a si je puis dire, à reconquérir entre l'idée qu'on a de ce que l'on est et ce que l'on est vraiment, un handicap là de surface moteur n'est rien, n'est absolument rien. Et d'ailleurs, vous avez tous été témoins de gens qui sont apparemment handicapés, moteurs même psychiques, et qui réalisent des prouesses que bien des gens dits valides se sentent en incapacité d'accomplir. Donc tout ça est très relatif. La seule chose qui est réelle ici dans ce corps, c'est qu'est-ce que je fais de ce que je sens dans ce corps, et qui me chante une musique autre que celle de « je suis l'infini, je suis la vie éternelle ». Combien de fois votre corps, dans votre vie, a entendu ce chant-là? Quand vous mettez dans la balance le chant de la peur, du doute, de l'angoisse, de la réticence à s'approcher d'un espace ou d'une personne inconnue, et puis dans l'autre panier de la balance, ce chant dont je viens de parler. Quand vous examinez votre vie, là, ça penche de quel côté, la balance? Alors, la vraie santé, elle est là. Si santé, on doit amener dans ce corps, c'est un processus individuel. Alors on peut aller brandir des banderoles, oui, Monsanto, oui, un tel, oui, le glyphosate, mais Monsanto, il est dans ton ventre. Le glyphosate, il est dans ta tête. Le cancer, il débute lorsque, en toi, tu dis « je ne vais pas y arriver, c'est trop dur ». Quand en permanence, ton corps reçoit une sorte de chimiothérapie, mais alors qu'il est censé recevoir une alchimie thérapie. N'est-ce pas? Alors je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est ma réponse. Ensuite, ça va?
Alors, on va prendre le... S'il vous plaît, prenez le temps de prendre le micro et de manière à ce que tout le monde puisse entendre. Donc, du coup, on fait comment avec Monsanto et pour que les choses changent? C'est quoi ton idée? Mon idée, c'est à mon échelle, à ma petite échelle, je fais attention à ma façon de consommer, ce que je fais, enfin voilà. Mais... Attends, stop, on va arrêter là. Pourquoi tu fais attention à ta façon de consommer? Parce que ça me semble assez sain et bienveillant pour la planète et le reste de l'humanité, quoi. Et de la vie, simplement. C'est quoi la vie? Ça commence par les forêts, les arbres, tout. Alors, si tu avais une baguette magique, là, oui. On te dit, voilà, c'est comment ton prénom? Séverine. Séverine. Séverine, tu as une baguette magique. Cette baguette magique, tu fais ce que tu veux. Ouais, tu as le c'est pouvoir comme de neutraliser, de raser, de faire disparaître tout ce que tu veux, tout ce qui te dérange sur Terre. Il y a Monsieur Monsanto qui apparaît là. Je fais boire du glyphosate. Ça, c'est ça qui maintient Monsanto en place. Tant qu'il y aura ce genre d'intention, Monsanto restera en place, bien évidemment, puisqu'il a besoin d'une force contraire. Tant qu'il est combattu, tant qu'il est vu comme l'ennemi à abattre, la guerre perdure. Faute de combattants, la guerre s'arrête. Il faut être deux. Sur un ring, s'il y a un des deux boxeurs qui dit « moi j'arrête de me battre, je vais explorer un autre environnement ». Même si celui qui est là, qui est super entraîné, tout en sueur, etc., super chaud avec un short tout brillant, au bout d'un moment il dit moi aussi j'arrête. Mais tant qu'en face, il y a une horde au moins aussi importante de gens qui pointent leur doigt, oui, toi tu es celui qu'on doit mettre KO, eh bien la guerre perdure. Donc Monsanto, c'est un détail dans l'histoire, c'est d'abord en soi, ça part de soi. On l'a dit quand on évoque cette histoire de corps. Tant que est maintenue en nous une lutte existentielle, lorsque ça bataille dès le matin, lorsque ton cœur t'invite à aller dans une direction, ta tête dit non, va par là. Parce que tu n'as pas le choix, parce que c'est ainsi, parce que les autres ont fait comme toi. Tant que tu obéis à cette dualité et que tu sanctionnes dans ton cœur, c'est la porte ouverte à toutes les manifestations qui sont aujourd'hui déplorées. Mais on peut s'acharner contre qui on veut. Bon, chaque époque, chaque siècle, chaque ère a eu ses épouvantails. C'était les Espagnols, c'était la peste noire, c'était les catholiques, c'était les protestants, c'était les juifs, c'était les nobles, c'était le clergé. On l'a toujours cherché à qui on peut attribuer la paternité de nos soucis. Est-ce que tu penses sincèrement que si aujourd'hui, là, on enlève Monsanto de la carte, le monde va mieux, en vérité? Non, mais s'ils ne sont pas tout seuls. Oui, et puis c'est aussi oublier que dans ces entités-là, il y a des gens comme toi qui sont là et qui vivent aussi un déchirement à l'intérieur. Leur cœur le dit, tiens, je vivrais bien autre chose, mais ta tête t'a dit, non, mais il faut que tu gagnes ta vie. Tu as l'ouvrier mexicain qui est là. Il a sa femme qui est à côté de lui. Dans le blé il n'y a pas de travail. Il a ses 6 enfants. Et le seul employeur sur place, c'est Monsanto. Et donc, tu dis donc, Pedro, t'es gentil, mais t'arrêtes d'aller là-bas parce que c'est mal. Ah, ok, très bien. Et comment je fais pour ma femme et mes 6 enfants? Oui, mais bon, tu comprends, la planète, machin, c'est pas bio. Ok? Tu vois bien que c'est un système complet. Tu ne peux pas en extraire une partie, celle qui te semble être dérangeante, et dire si j'enlève ça, le monde ira mieux. Tout ce que nos yeux observent, que ce soit dans les informations, que ce soit autour de nous, eh bien, n'est que la projection, comme sur un écran de cinéma, de ce qu'on porte tous à l'intérieur. Même le plus haut degré de pollution que vous pouvez déplorer dans ce monde n'est que l'expression d'une pollution psychique qui est portée en chacune, en chacun. Le jour où on épure l'ensemble de ce qui nous anime autour de nous, on contamine le décor. Il suffit de voir de quelle manière actuellement
par l'ensemble des choix de pensée qu'on opère au contemple le décor. Mais on va pas... Si quand vous allez au cinéma, vous avez beau blâmer ce que vous trouvez sur l'écran, oui, c'est pas normal, regarde ce qu'il lui dit, ça change quoi? Tant qu'on ne change pas la manière dont le film est conçu, tant qu'on on s'inscrit pas dans la responsabilité de ce qui est là observé, qu'on dit on remet la faute aux autres, absolument rien ne peut changer. C'est pour ça que ça nous demande là, dans la vie de tous les jours, d'incarner les belles idées ou les beaux concepts spirituels avec lesquels on rentre en résonance. Ensuite, là au milieu. Oui. Qui a un micro? Bonjour à tous, bonjour Grégory. Je me présente, je m'appelle William. Et en fait, j'aimerais faire un partage de quelque chose qui a pu m'arriver dans ma vie et j'aimerais que vous m'apportiez certaines réponses par rapport à ça. Alors en fait, j'ai vécu une sorte de processus personnel pendant ces derniers mois et je me suis rendu compte, sans prétention aucune, que mon être, je suis amour en fait. C'est que j'ai été mis sur terre pour recevoir et donner de l'amour. Donc il s'est passé plusieurs choses assez intéressantes ces derniers mois. Notamment j'ai réussi mon concours de sapeur-pompier professionnel. Donc aujourd'hui j'ai ma voie qui est créée. Et dans ma vie tout se passe relativement correctement. Mais j'arrive pas à expliquer ce qui a pu arriver en fait. Donc je viens chercher ma réponse auprès de vous maintenant. Elle est très particulière cette question. Mais... Non, je l'entends en permanence. Alors la réponse va être simple. Mais non, mais... Le drame humain, il est là. Pourquoi vouloir enfermer dans une boîte intellectuelle ce qui est innommable? Si tu veux commencer à vouloir expliquer cette vague d'amour que tu as sentie en toi, tu vas aller en enfer avec ça. Parce qu'il faudra expliquer tout le reste. Et je vais te dire, je vais donner un exemple dont on a d'ailleurs parlé cet après-midi. Imagine qu'on te présente un parfum sublime qui est dans un flacon, aussi sublime que le contenu. Et puis, tu le respires. Et là, toutes tes cellules se sentent traversées par cette effluve absolument divine. Tu dis, waouh, c'est juste le paradis là, dans ce flacon. Et tu reposes sur une petite table à côté de toi, puis tu vas te promener un peu. Et puis, tu rencontres quelqu'un qui dit, ah, j'ai senti un parfum, et l'autre qui dit, tu peux m'expliquer? Qu'est-ce que tu vas expliquer? Est-ce que tu penses que c'est explicable? Est-ce que tu penses que ça s'appelle l'amour avec un A majuscule peut entrer dans une explication rationnelle, une compréhension? Tant que l'on n'a pas tout compris, on n'a rien compris. Sauf que l'intellect n'est pas l'outil qui est mis en place pour appréhender ce qui n'a ni limite, ni opposé. L'amour dont il est question, il est un, il est tout. Donc il ne peut pas être expliqué. L'explication, elle est toujours relative. Elle est par rapport à quelque chose, ou dans le temps, ou dans l'espace. Alors il faut que tu regardes en toi la partie qui veut l'explication. Est-ce que tu es amoureux en ce moment? Absolument pas. Absolument pas. Waouh, alors comment ça se fait que Par contre, t'as une vague d'amour et t'es absolument pas amoureux? Mais tu devrais être amoureux de tout ce qui passe, de la feuille morte, du piano. Non, en réalité, si, j'aime tout le monde, j'aime. Maintenant, ce que j'ai l'impression, et avec l'image du parfum, j'arrive à l'illustrer. Ce parfum, j'ai l'impression de le mettre tous les matins et que tout le monde le sent, et justement, cet amour, je le reçois. Et c'est ça que j'aime, en fait, au final. Ça me plaît. Alors maintenant, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe en moi, que, voilà, je me répète.
Mais je prendrai le temps de la réflexion pour réfléchir à la réponse. Mais tu es en train de t'enfermer, en train de réduire les choses. Il n'y a pas de réponse. Lorsque quelqu'un, un homme ou une femme, peu importe, tombe amoureux d'un autre homme ou d'une autre femme, le cœur fait comme ça, là, ça s'ouvre. Et puis, est-ce que derrière on se dit, attends, pas si vite, Géraldine, je veux comprendre ce qui m'arrive là. C'est exactement ce que tu fais. Elle va te dire, ouais, mais bon, est-ce que tu as besoin de ça? Oui. Parce que là, on s'emballe un petit peu, on ne sait pas ce qui se passe et je veux comprendre. Mais on s'en fout royalement de la compréhension. La compréhension, même si on te dit oui, tu comprends, parce que peut-être on a des atomes crochus et qu'on vient du même environnement, qu'on partage des points communs. Et c'est quoi par rapport à cet élan total du cœur? C'est rien. Ce sont des mots. Alors, soit tu veux réduire dans des mots, dans des concepts intellectuels, ce qu'il n'en a pas, soit tu dis ok, rien à comprendre. Et ce sera toujours plus vaste. Mais si tu rentres dans la voie de la compréhension, ce sera toujours plus étroit, plus petit. Tu dis, ok, je cesse de vouloir comprendre avec ma tête, c'est vibratoire. C'est au-delà de ce qui est préhensible par l'intellect. Et peut-être tu peux comprendre un mode d'emploi dans la vaisselle. C'est bien pour ça. Et encore. Mais ne confie pas à ton mental la mission d'aller décortiquer le mystère avec un M majuscule. Aime ne pas comprendre. Si vraiment tu es l'amour, aime ne pas comprendre. Ensuite. Bonsoir. Lorsque je rencontre des situations difficiles dans mon quotidien, que ce soit dans ma vie privée ou dans mon métier, je reçois des émotions qui sont suite à une situation difficile. Je reçois des émotions qui sont de la peur, de la colère, du stress, des émotions difficiles à vivre. Et bien souvent, je me réfère à vos conférences. Je me dis, allez, non, tu es un être d'amour, il faut que tu te détendes, que tu vois ça de notre œil, etc. Mais face à l'injustice, j'arrive pas à me... Comme Monsanto, par exemple. C'est tellement injuste ce qu'ils font, hein. Non, dans les situations... ouais. Que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle, je suis infirmière et quand... C'est quoi l'injustice? Je n'ai pas d'exemple, je cherchais un exemple avant de poser la question, mais c'était difficile. Mais des choses, des actes qui sont injustes. Des personnes qui font du mal alors que notre personne en face ou moi-même ne le mérite pas, ou pas justifié, ou des mots blessants, ou des actes, qui n'ont pas lieu d'être. J'ai beau me dire, si chez moi je reçois des émotions négatives, c'est que ça appuie quelque chose, c'est que ça va chercher quelque chose en moi qui a du mal à... Alors, deux solutions. Soit tu supprimes du décor tout ce qui, devant toi, semble être injuste. D'accord? Première possibilité. C'est le choix du mental. Deuxième possibilité, tu dis, tiens, ce décor qui est devant moi, quel qu'il soit, dans mon cadre professionnel, dans ma famille, dans mes amis, dans la rue, c'est exactement ce que je demande à voir pour éclairer en moi des espaces en souffrance. Ça réduit un petit peu le champ de réalisation de ce processus. D'accord? Donc soit tu rentres dans la voie du contrôle, ou donc du jugement, puisque ce que tu nommes injuste n'est qu'un jugement, d'accord? Le petit Jérémy va trouver injuste que son frère ait une boîte de Lego plus grande que la sienne. Ça commence là, la justice, hein, ou lorsque maman sert le dessert, il a une part de gâteau qui semble aussi la plus grande, c'est injuste. Tout le monde trouve injuste quelque chose, sauf quand c'est à son avantage. Personne ne trouve injuste quand la banque se trompe en sa faveur. Personne ne trouve injuste de trouver un ticket loto gagnant sur le trottoir.
personne ne trouve injuste de monter dans le train sans billet et de ne pas être contrôlé à l'infini. Donc cette histoire d'injustice, elle est toujours fondée sur, une vision de soi par rapport à une perception qui est forcément parcellaire. Donc tant que tu restes dans l'idée qu'il y a un problème dehors et ça, à cause de ce problème-là, je me sens mal, j'ai sens de la colère, la tristesse, etc., la Terre va être un endroit extrêmement inconfortable pour toi. Toi, tu dis, ok, pourquoi je suis venu sur Terre? Pour résoudre des problèmes? Il y en a qui pensent ça. Et même, ils se présentent dans des élections pour résoudre des problèmes. Après, ils disent, qu'est-ce qui m'a pris? Soit tu te dis, bon, waouh, ce monde, est-ce qu'il est? Il est parfait dans son expression. C'est-à-dire, il correspond parfaitement à ce que mon âme et conscience, j'ai demandé à voir, bon, à faire l'expérience. Il n'y a pas du tout là-dedans de négation de ce que tu sens. Au contraire, il y a une totale acceptation des émotions qui sont tiennes. C'est quoi ton problème, toi? C'est que tu juges les émotions qui arrivent. Et ensuite, tu les reportes sur l'autre. Je me sens en colère ou stressé, ou j'ai ceci, à cause de, bah oui, regarde comment on lui parle celui-là, regarde ce que lui-ci, il fait. Non, stop. Ça, si tu parles, tu dis, t'as écouté mes vidéos, t'as pas d'écouter celle sur la responsabilité. Voilà, qui, en quelques mots, énonce que je suis responsable de ce que je sens. J'arrête de faire peser sur autrui la responsabilité de mes émotions, donc c'est-à-dire dans la colère, la peur, tout le tralala. Ça ne dit pas qu'il y ait une validation intellectuelle ou morale de ce que tu vois. Je ne suis pas en train de dire oui, bravo, franchement, continue de taper dessus, c'est génial. Pas du tout, bien évidemment. Il y a un bon sens commun là, qui nous anime tous. Mais tu sais que ton seul pouvoir en ce monde, il n'est pas de pointer du doigt ou de dénoncer ce qui apparemment ne va pas, il est de rayonner une vibration, une fréquence qui soit la plus élevée possible. Donc, celle de l'amour. Tu ne peux contaminer ce monde que dans deux directions particulières. Soit celle de la peur ou du rejet, soit celle de l'amour. On sait parfaitement quelle est la voie qui nous amène à amplifier, à ressentir ça de manière exponentielle. Donc c'est un choix que tu dois faire. Et c'est pas en allant taper sur le tête qui dépasse ou en allant hurler sur ce qui te semble gênant que tu utilises ton pouvoir. Ton vrai pouvoir, comme l'a dit notre ami pompier, est celui d'aimer. Aimer pas au sens valider ou applaudir. Aimer, c'est dans le sens ne pas juger, c'est-à-dire ne pas mettre une distance entre ton être et le décor. Tant que tu mets une distance, un écart, c'est un no man's land, ou un no woman's land en l'occurrence, dans lequel tu n'existes pas, dans lequel tes fréquences ne peuvent pas se déployer. Tant que tu juges, c'est comme un juge qui met quelqu'un en prison, il le condamne, donc il est extrait d'un groupe. Quand tu juges quelque chose, une situation, tu l'extrais de ton expérience, donc tu la mets à l'écart. Si tu la mets à l'écart, ta vibration originelle, qui est celle d'amour, donc de lumière, eh bien, s'arrête là où tu places le mur. Donc, la lumière ne peut pas aller, littéralement, embraser cette scène-là. Le jour où tu comprends ça, tu arrêtes, effectivement, de pointer ton doigt à l'extérieur. Tu arrêtes de croire que ton malheur, il vient de l'autre. Non. De où vient la sensation inconfortable lorsque vous observez autour de vous, que vous appelez injustice, etc., etc. Elle vient de la sensation qui découle du constat de « je me sens incapable d'incarner ici et maintenant ce que je suis ». Et qu'est-ce que je suis? Un amour inconditionnel. Alors, on juge l'autre d'être responsable de notre incapacité à aimer sans condition. Alors que l'autre n'est là que pour nous rappeler qui es-tu vraiment. Tu es le juge, tu es le censeur, ou tu es l'amour qui marche. C'est à toi de décider. Mais tant que tu fais le choix, et c'est ton droit encore une fois,
C'est ça le libre arbitre. Donc c'est toi qui fais le choix d'opter pour non, mon inconfort, mon stress, ma colère vient de ce que font les autres. Non. Ça vient de ce que tu ne fais pas toi, c'est-à-dire aimer au-delà de la forme. Aimer au-delà du spectacle apparent. Aimer au-delà des rôles là de surface. Tu sais, tous, autant que nous sommes ici, si on nous avait filmé dans des micro-scènes il y a 5 ans, même il y a 5 jours, on a dit, ça te paraît juste ça? Ah non, c'est ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, c'est totalement injuste. Pour autant, tu t'es donné quand même la possibilité de t'élever au-dessus de ça. Tu t'es offert, parce que tu n'as pas jugé celle que tu étais avant, une dose de conscience, de lumière plus vaste. Est-ce que tu l'offres aussi à ceux qui sont devant toi? C'est la question qui t'est posée. Ou est-ce que tu les enfermes? Non, non, ils sont comme ça ici aujourd'hui, donc ça va être comme ça tout le temps. Tu sais, moi j'ai rencontré des gens dans toutes les strates de la société. Des hommes politiques, même des chefs d'État, des gens qui switchaient d'une seconde à l'autre. J'aime bien prendre cet exemple d'un gars, il était trader à la Défense à Paris. Et en appuyant sur un bouton, il pouvait gagner plusieurs centaines de milliers d'euros. Justement, en appuyant un bouton, ça faisait mise en vente, il pariait en quelque sorte à la baisse. Et il savait que ça allait entraîner la ruine de 5000 entreprises. Donc, autant de Mexicains avec ses enfants qui se retrouvent à la rue. Et un jour, il n'a plus pu appuyer sur le bouton. Il y a une espèce de vague en lui qui a tout balayé. C'est comme si, au-delà de son doigt là, qui pointait sur ce bouton, eh bien, il voyait tout le décor et toutes les... Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Il voyait tout. Et si là, je débarque dans son bureau, là, dans la tour à la Défense, je lui dis, dis donc, toi, tu es mal incarné, je sors de là. Je vais t'arrêter en cours de route. Eh bien, il ne vit pas à ce moment-là. Je le prive d'aller jusqu'à cette extrémité où la grâce, qui ne prévient pas, qui ne tape pas à la porte, qui ne sonne pas, qui n'envoie pas des SMS, la grâce balaye tout. Mais est-ce que tu permets, par ton regard, que la grâce, eh bien, balaye tout ce que tes yeux jugent aujourd'hui injuste, inadapté, intolérable, et ainsi de suite. Mais si ce n'est pas vrai pour les autres, ce ne sera pas vrai pour toi. C'est-à-dire que chacune de tes situations que tu vis aujourd'hui, ce sera les mêmes. Chaque fois où tu sortiras une injustice, tu seras comme figé dedans, où tu interdiras à ce souffle divin et bien de venir balayer tout ce qui semble être la cause de ton inconfort. Alors, on parle de vie pratique, bien sûr que ça nous demande d'être très au clair avec ce que l'on sent dans notre corps. On a parlé du corps en premier lieu. Quel sort vous réservez à ces émotions dont il est question? Ces peurs, ces doutes, ces angoisses qui se manifestent là, le matin, peu importe, ou le soir. Quel sort vous leur réservez? Est-ce que vous leur attribuez une cause en dehors de vous? Est-ce que vous demandez à votre tête d'en trouver la cause? Donc de les comprendre? Ou est-ce que vous leur réservez ce même accueil inconditionnel qui est celui qui dépasse l'entendement? C'est-à-dire, ok, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas d'où ça vient, mais je dis oui. Je dis oui. Dès lors où, le matin, vous avez une boule au ventre, et vous allez essayer de comprendre, c'est exactement le même enfer dans lequel vous rentrez lorsque vous essayez de comprendre un parfum, un élan amoureux ou que sais-je. Vous allez essayer de hacher ça avec votre tête et votre intellect pour donner du sens, parce que s'il n'y a pas de sens, s'il n'y a pas de limite, ça fait encore plus peur. Sauf que le seul sort que nous sommes censés nous réserver à cette sensation, c'est l'acceptation totale, c'est-à-dire le non-jugement de ce qui est. Mais que dit l'humain? Ah, je me sens mal, donc je sens le mal en moi, je ne veux pas sentir ça. Faites que je me sente comme j'étais avant, et ainsi de suite. Et la guerre commence ici, dans le ventre, à chaque instant. Ensuite, là-bas en haut, Bonsoir. J'ai une question sur la gestion du conflit, parce que quand... je ne vois pas qui parle, c'est où? C'est moi, pardon. Voilà.
En fait, quand ça touche nos enfants, moi j'ai conscience, je vois bien que tout à l'extérieur, ça part de moi. Hein, je vois bien que voilà. Mais j'ai actuellement un gros conflit avec le père de mes enfants. Et j'arrive pas à savoir, et je suis très en colère d'ailleurs, je n'arrive pas à la libérer, j'arrive pas à savoir d'où ça vient et comment je peux le maîtriser ou comment je peux agir, comment je peux lâcher prise. Enfin, quand c'est les enfants, est-ce que c'est du karma, est-ce que c'est en lien avec moi et mon enfance? Enfin, j'arrive pas à savoir. J'arrive pas à savoir comment je peux lâcher prise, en lâchant prise. J'essaye, mais bon, du coup... Non, tu n'essayes pas. Bah si. Mais non. Mais non, puisque tu es l'être divin, ce serait déjà accompli, c'est parce qu'il y a une partie qui ne veut pas. Tu ne peux pas vivre quelque chose contre ton gré. Ça, c'est une illusion humaine. L'humain se dit, mais franchement, tout en moi veut lâcher, mais regarde, ça continue à coller. Je suis d'accord. Donc, c'est pas ça que tu dois regarder. Tu veux dire, tiens, ça demande de l'honnêteté, cette affaire-là. C'est-à-dire, ok, si aujourd'hui, je me raconte cette histoire que oui, je veux lâcher prise, etc., et que je pense à ça en permanence, ou ça m'obsède, c'est que, bien évidemment, je ne veux pas lâcher. Donc, on arrête de se raconter l'histoire de « si, je veux », et on focalise la conscience sur l'espace qui dit « en fait, ben non, pas du tout ». Puisque nous sommes en permanence exaucés, donc si aujourd'hui je prétends vouloir lâcher prise et que ça continue à accrocher, c'est que je ne lâche pas. Et donc j'y trouve un bénéfice secondaire. Les histoires de conjoint ou l'ex-conjoint sont symptomatiques de notre existence. Hein. Bien peu se forgent des existences terrestres sans passer par cette case de friction au sein d'un couple dans une existence. La vraie sortie de crise, elle est lorsque on cesse effectivement de croire que celui ou celle qu'on a rencontré dans le passé était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Combien parmi vous ont dit « Ah, si j'avais su ». Oui, mais si tu avais su, cher ami, tu ne serais pas allé. Tu ne serais pas allé à ce point qui t'amène là aujourd'hui, qui t'amène à quoi? À sortir du jugement, à te hisser non pas au pardon, mais à la gratitude. Et à rentrer, comme on l'a dit juste avant, dans cette notion de responsabilité. Tant que tu crois que tu as vécu des choses contre ton gré, que tes enfants vivent des choses contre leur gré, la guerre demeure. Alors, bien sûr que ça nous prend en tripe, puisque les enfants, on ne peut pas les oublier. On peut oublier des amis, des trucs, des machins. Mais là, ils sont là, ils nous passent entre les jambes, ils nous mettent les doigts dans le ventre. On sait qu'avec eux, on a un contrat d'élévation mutuelle. D'accord? C'est une responsabilité, bien évidemment, mais ça part de toi. La première chose qui est importante là-dedans, c'est de lâcher le décor. Ça ne parle pas de ton ex-mari, ça ne parle pas de tes enfants, ça ne parle que de toi, cette affaire-là. Alors, bien sûr, tu dis oui, il y a une grande colère en moi. Parlons de cette colère. C'est quoi pour toi cette colère? Il y a des fois, je me vois carrément lui exploser la tête. Voilà. Alors, pourquoi tu veux lui exploser la tête? Parce que pour moi, c'est inadmissible ce qui fait vivre à mes enfants en ce moment. Donc quoi, c'est injuste, c'est ça? Oui, c'est insupportable, intolérable. Okay. Mes enfants souffrent, je ne peux pas le supporter. Voilà. Vous voyez que c'est toujours il y a une seule question sur Terre. Hein? On change le décor, on change le scénario, mais c'est toujours la même chose. On trouve des choses insupportables, qui nous foutent en boule. Alors, encore une fois, soit la boule, on fait comme ça avec, soit on ouvre. Alors, là, effectivement, deux possibilités. Soit ton ex-mari, il change du tout au tout, et il devient insupportable. Soit il joue son rôle à la perfection. Conformément à ce que tu lui as demandé en ton âme et conscience, et que tant que tu n'auras pas éclairé en toi ce qui continue là à le juger, à le condamner,
à le blâmer d'être simplement là sur Terre, présent avec toi en même temps, eh bien il continuera à jouer son rôle ingrat. C'est toi qui décide, mais encore une fois, c'est un ring. Il faut être deux. Là, qu'est-ce que tu nous racontes comme histoire? Tu es en train de nous dire que, bah oui, si il se comportait bien, bah tu tirais parfaitement. Mais il s'est toujours plus ou moins bien comporté jusqu'à présent. Mais, ça a changé d'un coup. mais c'est exactement ce qui se passe, c'est ce qu'on va dire à l'instant. Pourquoi sur Terre il y a des coups de foudre? Hein? Des coups de foudre, on ne sait pas pourquoi. Et puis au bout de 3 ans, je ne le reconnais pas. Mais fort heureusement, c'est ça le jeu humain. C'est qu'on crée de manière presque artificielle des rencontres pour dépasser nos a priori. Si l'autre t'apparaissait dans sa complexité telle que tu la vois aujourd'hui, jamais tu aurais mis un pied là-dedans. C'est ça tout le jeu humain. Et personne ne ferait un pas, tout le monde serait dans la grotte. Alors, tu sais, tu as l'impression que ton mari fait des choses insupportables. Mais encore une fois, c'est ce qu'on a dit juste avant. Ce qui est pour toi en vérité insupportable, c'est de sentir le poids du jugement. Pourquoi? Parce que ton âme te dit en permanence, c'est comment ton prénom? Marilyn. Marilyn. Ton âme te dit, tu sais, Marilyn, tu es venue ici pour transcender le jugement. Oui, plus tard. D'abord, je règle ici son affaire à lui. Et après, ok, j'y passe. Je sais tout ça, oui, t'inquiète pas, Mais lui d'abord, dernier dossier, après c'est bon. Sauf que c'est ce qui t'est demandé là, tout de suite. T'as pas mal de ce qu'il fait ou de ce que tes enfants semblent ressentir à son égard. T'as mal de sentir le poids du jugement en toi et ton incapacité à te souvenir de ce pourquoi tu as choisi ce scénario en particulier. Pourquoi on souffre sur Terre? Parce qu'on se raconte une histoire. Je ne veux pas vivre ça, moi. Je voulais pas ça, je voulais autre chose. Pourquoi quand j'étais gamin, moi je souffrais dans ma famille? Parce que je disais, mais moi je veux pas ce père-là, moi j'en veux un autre. Moi je veux le même père que, vous savez, Laura Ingalls. Moi je veux la père comme ça, qui m'emmène à sa charrette et tout. Je voulais lui. Mais le mien il parlait pas, il faisait que des ordres, il était violent. Je dis, attends, je souffre de... Regarde, c'est pas ça que je veux. Jusqu'à cet instant salvateur où je me suis souvenu qu'en vérité, je voulais pas Charlie Ingalls, le prénom bienvenu. Je voulais le mien. Pourquoi je voulais le mien? Pour transcender l'ensemble de mes limitations. C'est-à-dire être capable de voir l'autre pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il semble faire, produire ou pas faire, ainsi de suite. Et que ce faisant, eh bien, je donnais un signal à la conscience de l'autre qui pouvait enfin lâcher le fardeau qu'il avait accepté par amour pour moi de porter, qui était celui de jouer le rôle ingrat. Et l'autre en face de toi, qui est ton ex-mari, même si consciemment il ne le sait pas, il sait parfaitement pourquoi il joue ce rôle-là. Et tes enfants aussi, c'est un scénario que vous avez écrit tous ensemble. Là, lorsque vous étiez encore dans les larmes, là. Ok, on descend tous ensemble, et puis tiens, tu joueras celui du méchant, toi tu feras le sentiment que tu as mal quand il te dit ça, et ainsi de suite. Ok. Et puis par contre, le mari dit, le futur mari dit, Marilyn, à un moment donné, quand même, tu sors un peu du jugement, parce que sinon, pour moi, ça va être super dur de garder ce poids-là en permanence. Oui, t'inquiète pas, tu te connais. Et là, Marilyn ici, c'est insupportable, c'est inadmissible, regarde ce que tu fais, machin, les enfants, etc. Et donc, tu projettes sur lui comme si tu lui jetais la poussière dans les yeux, et il voit encore moins, il est encore plus aveuglé. Alors qu'il demande de ta part, quoi? La lumière, la lumière, la lumière. La question n'est pas, est-ce que, oui ou non, Marilyn, tu en es capable? Puisque tu es venu pour ça. Donc ce décor est parfaitement adapté à ta capacité à le transcender. C'est combien de temps vas-tu résister à persister dans l'idée qu'il est insurmontable?
Ensuite, bonsoir, je m'appelle Catherine. Si je suis bien ce que vous venez de dire, en fait, tous les décors sont faits pour être transcendés, en fait. Quels qu'ils soient, quelles que soient les questions qu'on pose là, de toute façon, il faut les accueillir pour les dépasser. oui. Alors, Mais oui, allez, mais. est-ce qu'il y a pas, déjà, est-ce que c'est faisable à l'échelle d'une vie humaine dans le temps Non, monsieur non, c'est beaucoup trop dur. Non. Parce que ça peut être un vœu pieux. Voilà. J'ai... Ton prénom, c'est comment, Catherine, Christine? Oui, Catherine. Catherine, j'ai un petit secret pour toi. Pour tout le monde, c'est faisable, sauf pour toi. Toi, il te faudra des vies et des vies et des vies. Il n'y a pas une espèce de no man's land là où on peut avoir... Hein? où on peut avoir... il faut se battre contre rien. Parce que de toute façon, si on se bat contre quelque chose, je l'alimente. Oui. Donc, moi, personnellement, par exemple, là, maintenant, je ne me bats contre rien. Oui. J'accueille tout. D'accord. Mais de là à passer à... Je donne de l'amour, Bon, l'amour ne se donne pas. Hein. ou je suis amour, je ne sais pas... Il est, quoi. quel mot, Hein. voilà, Bon, pourtant, on le donne, c'est qu'on le donne pas. on irradie, on rigole. Voilà. Donc, entre... j'ai perdu le fil. C'est bien. Entre tout accueillir, parce que c'est un scénario qu'il faut dépasser, et le stade où je suis l'amour, j'ai l'impression que je suis là dans un no man's land où je ne sais plus. C'est quoi ta question? Si question il y a? Je pensais l'avoir posée. Ben, repose-la. Parce que moi, je ne l'ai pas entendu. Ouais, bon, au départ, c'était est-ce que à l'échelle de le temps. C'est toi qui décides, Jérémy. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Encore une fois, on l'a dit. Vous avez validé, en quelque sorte, pas de manière intellectuelle, mais de manière vibratoire. Vous avez validé un scénario avant de venir sur Terre. Ce qui fait que vous n'arrivez pas par hasard dans telle famille, dans tel pays, dans telle ville, dans tel corps, avec telle capacité ou telle a priori difficulté. Tout ça est préétabli. Littéralement en connaissance de cause. C'est-à-dire que vous connaissez la cause véritable qui vous envoie ici dans ce terrain de jeu. Après, vous savez aussi que le poids, la force de l'illusion, cette possibilité hypnotique sur Terre est forte. Et donc, on voit bien, chaque instant, ne serait-ce que lorsque l'humain baisse les bras et dit « je ne vais jamais y arriver », qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il oublie que le scénario qui est devant lui, que la montagne qui semble se dresser là face à sa vue, est parfaitement calibré, adapté à sa capacité à la franchir. Mais avec quoi il fait un constat? Il fait un constat en se prenant pour le petit corps, la petite chose, et oubliant qui il est ou qu'elle est vraiment. Donc, bien sûr que tu peux faire demi-tour devant la montagne. Bien sûr que tu dis, bah non, je vais attendre que quelqu'un passe devant moi. Et ça, à l'infini. Parce que tu sais que tu as cette possibilité de rejouer le jeu, mais si tu conçois que si le décor qui est devant toi, aujourd'hui, quel qu'il soit, aussi intense puisse-t-il te paraître, il est parfaitement adapté à ta capacité à le transcender, et que tu dis non, je ne vais pas y arriver, c'est trop dur, ou il me faudra plus de temps, comprends bien que dans cette intelligence universelle, dans le prochain scénario, on fera en sorte de te motiver davantage. Me fais-je comprendre? Merci, j'ai compris. Si tu veux, c'est comme si, à chaque fois que tu venais sur Terre, tu demandais à venir en CM2. Après 25 incarnations en CM2, on te dit, ok, mais pourquoi tu ne passerais pas en 6e? Tu vois, c'est un peu la même chose.
Donc si tu viens t'incarner en CM2, c'est qu'a priori, tu as intégré le CP, le CE1, le CE2 et le CM1. Que dit l'humain lorsqu'il arrive en CM2? Il dit « Ah, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. » Voilà ce qui se passe. Je ne vais pas y arriver. Trop dur. Et lorsque vous jugez autour de vous les enfants, les machins, les trucs, regarde le pauvre, ce qu'il vit, c'est tellement dur pour lui. Vous êtes en train de lui dire, même si ce n'est pas verbalisé, que mon pauvre, mais tu as choisi une classe qui est bien trop grande pour toi, bien trop élevée. Oh, puis j'ai pitié de voir comment la galère dans laquelle tu t'es mise. Mais de qui on parle là quand on dit ça? On parle de soi. Qu'est-ce qu'on en sait de la capacité d'une âme, d'une conscience, fut-elle incarnée dans un corps qui semble tout petit, de sa capacité justement à transcender l'existant? On n'en sait rien. Ça demande un orgueil sans nom de décréter qu'un tel, il ne va pas y arriver, regarde comment il souffre, il faut que je sorte de là. Mais ça, ce qu'on projette sur autrui, c'est la vision qu'on a de soi. On se dit, moi, à sa place, je ne pourrais pas. Alors que les ressources ne sont pas dans ce que notre intellect présume, elles sont dans ce que nous sommes et ce que nous choisissons d'incarner à chaque instant. Oui, ici. Bonsoir Grégory, bonsoir à tout le monde. J'aimerais avoir ton point de vue. Quand on est médium, clairvoyant, empathe, et quand on est censé guider les gens, les accompagner. Oh, je parle pour le métier aussi. Les gens sont en situation un petit peu de faiblesse, de demande. Quel est le meilleur moyen de pouvoir accompagner quelqu'un qui semble perdu, désemparé, et le juste milieu de savoir qu'est-ce qu'on doit bien faire, bien omettre, bien injecter, bien suggérer. C'est une question que je me pose à chaque fois. Alors, c'est pas plus... La réponse que je vous donne là, elle n'est pas plus vraie parce que vous êtes médium, d'abord tout le monde est médium, que dans votre famille, avec vos amis, vos enfants, etc. C'est toujours la même chose. Des gens autour de vous vont se présenter, disant je suis au fond du trou, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais pas quoi faire, je suis perdu, aide-moi. Voire sauve-moi. N'est-ce pas? Toute la sagesse là consiste à sentir, à discerner cette part qui vous revient et celle qui revient à l'autre, c'est-à-dire ces fameux 50% dont je parle. Si vous voyez l'autre simplement dans sa difficulté, dans sa souffrance, dans sa dépression, et que vous ne voyez pas en même temps la force absolument équivalente, c'est-à-dire ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'histoire de la montagne, mais que vous ne voyez que la détresse, que la souffrance, que le « Ah, mon pauvre », eh bien, vous ne serez jamais en capacité d'offrir à l'autre une quelconque guidance qui soit digne de ce nom. Le seul moyen, si je puis dire, d'offrir par vos mots, votre présence, vos gestes, cette aide, est lorsque vous contemplez l'autre dans sa globalité. Alors, bien sûr que ça demande de sortir des schémas empathiques ou de déjà plombé rien que par l'histoire de l'autre. Il faut voir la force qui est derrière tout ça. Mais si vous n'avez que la faiblesse, vous allez chercher à vous focaliser sur le problème. Et la vraie guidance, elle ne vous est pas donnée par vos idées. C'est l'autre qui vous a choisi pour s'entendre. Parce qu'il s'est tellement bouché les oreilles avec l'idée « je vais mal, je souffre », et ainsi de suite, qu'il ne s'entend plus. Et donc, simplement, à quoi vous servez? Vous servez de haut-parleur. Vous servez de haut-parleur pour lui rappeler, comme on dit tout à l'heure, on se rappelle les uns les autres ce que nous sommes. Et parfois, ça peut vous surprendre parce qu'il n'y a pas d'action prédestinée ou de mots qui sont préparés à l'avance. Combien de fois on vous a dit, votre mère vous appelle, dis donc, il
il faut que tu ailles voir ta cousine Élodie, là. Oh là là, elle est au fond du trou. Elle s'est encore fait larguer pour la 15e fois, il faut que tu l'aides. Alors, vous dites, ok, je vais prendre ma voiture, je vais voir ma cousine Élodie. Et déjà, la tête commence à élaborer un scénario. Alors, je vais lui dire ça, puis tiens, on est vendredi, je vais lui proposer demain de sortir, on va aller changer un peu les idées, etc., etc. Déjà, la tête a déjà préparé son truc. Tout ça est faux. Vous devez être neuf à chaque instant si vous voulez aider les autres. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ma tête ne sait absolument pas ce que je vais dire, faire ou ne pas dire. C'est l'instant de la découverte. J'ouvre la bouche et je découvre en même temps que l'autre les mots qui en sortent. Pourquoi? Parce que je n'ai pas laissé un seul instant à ma tête la guidance de la rencontre. Et surtout parce que j'ai honoré la présence de l'autre. Si j'y vais déjà avec une technique, un protocole, une pratique, un savoir intellectuel, j'y viens avec mon passé. Et donc, quand je rencontre l'autre, est-ce que je suis présent? Non, je suis passé. Et qui je vais rencontrer chez l'autre? Son passé. Et donc son passé, il est plombé. Sauf que ce que je veux voir chez lui, c'est son présent. Donc pour pouvoir voir son présent, je dois être totalement présent. Donc neuf. Sans a priori. Mais si je veux voir ma cousine lui dire, bah oui, je la connais tellement bien, c'est 15 fois, c'est sur son scénario, mais je traîne tout le poids. Mais si moi je traîne en face, elle aussi elle le traîne. Donc on traîne chacun notre poids. Et parfois ça peut être surprenant, parce que vous allez vous voir sortir des phrases que vous n'avez jamais prononcées, ou que l'autre en face n'a jamais entendues, qui peuvent paraître même brutales, mais c'est comme une sorte de déclic salvateur, un choc salutaire. Mais là, la seule chose aussi, c'est de sentir que vous ne pouvez faire que 50%. Vous ne pouvez pas aider l'autre contre son gré. Et si quelqu'un ne vous demande rien, en plus, vous n'avez là vous n'êtes pas missionné pour sauver les gens qui, soi-disant, il va mal, il faut que je sorte de là, il faut que je lui montre les choses, il ne comprend rien, mais il ne a pas missionné pour l'aider. Donc ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de présence et beaucoup de courage au sens du cœur en l'action, et donc pas beaucoup d'intellect. L'intellect ne sert qu'à planifier éventuellement votre itinéraire routier ou autoroutier pour vous rendre à ce lieu. Merci. Alors, c'est complexe dans le quotidien parce qu'on se sent ambitionné. Si en plus maman nous a dit, tiens, il faut que tu ailles aider ta cousine Élodie, elle attend un retour sur investissement, maman. Alors, c'était comment? Si elle vous dit, disons ce que je lui ai dit, ça l'a encore plus plombé. Et oui, mais ça peut arriver. Vous savez, à une époque, je faisais des séances individuelles. Et les gens venaient me voir avec, ils me déroulaient leur drame individuel. Certains venaient, je me souviens d'une, c'était Cosette, à côté de Cosette, c'est Disneyland. Et donc, elle me dit, je voyais à l'époque dans un immeuble à plusieurs étages, on était au 5e ou 6e étage. Elle me dit, après avoir tout raconté son histoire, avec tout le pathos qui va avec, cette femme avait 40 ans, elle me dit, voilà, je viens vous voir pour que vous m'aidiez à me suicider. Je me suis levé, j'étais sur un fauteuil, il y a une fenêtre derrière moi, je me suis levé, mais vraiment, je me suis observé en train de faire, je me suis levé, j'ai ouvert la fenêtre, il dit, allez, vous voulez un coup de main, je vous le donne. C'était un peu différent de ce qu'elle attendait. Et je vous assure que cet instant-là, le mental a été complètement squeezé chez elle, a été salutaire. Après, on a pu commencer à rentrer dans le cœur, littéralement, du sujet. Mais si vous vous placez dans l'idée de « il faut que je l'aide à aller mieux », etc., vous allez commencer à écouter ce qu'elle vous raconte et suivre ses méandres dramatiques, etc., et commencer à dire, bon, comment je peux faire en sorte... Non, on s'en fout de ça, c'est le passé, ça. Moi, j'ai convoqué en elle la présence, c'est-à-dire la force, avec un F majuscule, qui a permis que ce décor, cet itinéraire-là, se déroule. Mais tant que je regarde le petit personnage qui raconte son histoire dramatique, mais je suis tout sauf en relation avec
l'âme, la conscience pure, qui a eu ce courage extraordinaire de se donner ce scénario-là, et qui, bien évidemment, donc, est en capacité de le transcender. Mais l'humain est toujours tenté de plonger avec l'autre dans sa gadoue. Alors parfois, vu l'extérieur, si on vous observe comme ça, en tout cas moi si on m'observe, je dis, ah, mais non, il est pas sympa lui. Hein. T'as vu ce qu'il lui a dit? Alors que quelqu'un qui va dire, oh ma pauvre, ah oui franchement là t'as pas de chance, ah bah t'as vu, hein, il est vraiment dans l'amour celui-là. Ça ne veut rien dire. Vous savez très bien que ça ne veut rien dire. Vous savez très bien autour de vous qu'il y a des gens qui adorent se plaindre à vos côtés. Et donc, ils n'ont pas du tout envie d'aller bien, parce qu'ils ont l'impression que s'ils vont bien, ils vont perdre cette caresse hebdomadaire. Oui ou non? Alors, est-ce que c'est vraiment les aider que de valider cette idée que oui, ainsi de suite? Parfois non. Donc, en fait, tout est neuf. Vous pouvez très bien avoir été dans une certaine forme de relation avec quelqu'un dans cette idée d'aider, et puis échanger de tout au tout l'heure qui suit. Ou comme moi, avec cette femme dont j'ai parlé tout à l'heure qui voulait se suicider, je peux très bien la revoir une semaine après, et là, la substance d'accueil de la relation pourra sembler d'une douceur extraordinaire, parce que ce sera neuf. Je me dirai jamais, oh oui, c'est là, oui, je l'ai aspaté la fois dernière, il faut qu'elle en prenne plein la tronche. Pas du tout. Ce sera neuf à chaque instant. Ensuite, voilà, je vais vous poser une question surprenante peut-être. Je voudrais connaître votre point de vue par rapport à la psychanalyse. Est-ce que ça ne peut pas être dans un premier temps un moyen de se libérer de ses peurs, de comprendre pourquoi on est dans ce décor, comprendre nos émotions, pour après s'ouvrir vers la spiritualité? Tout est moyen, je veux dire, tout mène à tout. Donc, rien n'est acheté là-dedans. Tout est utilisé, que ce soit, vous pouvez faire un sport d'équipe, jouer au foot, et puis vous découvrez une capacité à rentrer en relation avec l'autre à travers un sport. Ça peut être à travers 150 € par semaine dépensés sur un canapé avec quelqu'un qui vous écoute en faisant Tout est possible. Il n'y a pas de règle là-dedans. Chacun va entrer en résonance avec un itinéraire qui est presque prédestiné. Rien n'est à juger là-dedans. Tout est utilisé. Rien n'est nécessaire, mais tout est utilisé. Et il faut toujours savoir que ce n'est qu'un outil parmi la multitude. Dès qu'on en fait un dogme, dès qu'on l'enferme dans une condition sine qua non pour acquérir davantage de connaissances de soi, ou ainsi de suite, eh bien, ça devient effectivement un handicap. Mais tout est tremplin. N'importe quelle situation, tout est utilisé. La conscience, l'esprit utilise chaque situation du quotidien. Que tu sois en train d'attendre ta voiture dans un garagiste et t'es assise là à côté de la machine à café, c'est le salon du psychanalyste, c'est la même chose. Tu vas vivre des choses, tu vas sentir des trucs, l'attente, etc. On donne du pouvoir au décor, on dit oui, celui-ci est plus important que celui-là, si je fais ci, donc. En vérité, tout est identique. Simplement, c'est utilisé par la conscience. C'est un scénario qui est plus ou moins propice à la révélation de ce que nous sommes. Mais on sait à quel point la tentation est forte chez l'humain de dire oui, le chemin est par là. Chez moi, ça a marché. Alors, si ça a aidé quelqu'un d'entrer dans la voie de la psychanalyse, c'est très bien. Mais ne croyons pas que pour autrui, il faille emprunter cette même voie. C'est en ça que c'est important de ne rien juger, de ne rien jeter et de tout inclure. Il n'y a pas une voie qui est meilleure que l'autre. C'est pas moins spirituel la psychanalyse que les soins énergétiques, ou que le Reiki, ou tout ce que vous voulez. Tout est utilisé. Dès lors qu'on va dire non, ça il ne faut pas, ou ça c'est pas bien, ça c'est trop, on a faux. Qui serions-nous pour dire non, ça c'est pas bien? Ça n'a aucun sens. Donc, j'ai pas de point de vue, si tu veux, sur la psychanalyse. Tout comme j'en ai pas sur le football, ou j'en ai pas sur le baby-foot. Ça reste des voies de l'expérience qui, au final, de toute manière, point de départ, point d'arrivée,
identiques. Donc, que tu passes pour aller de Paris à Lyon, que tu passes par Rennes ou Strasbourg, on dit, est-ce que c'est bien de passer par Strasbourg? Ouais. Et par Rennes? Ouais. C'est bien, puisque tout est bien. D'accord? Alors je sais que cette réponse-là, vous ne l'aimez pas parce que vous avez aimé que je dise « Ah non, c'est nul !» Mais non. C'est là que ça nous demande beaucoup d'ouverture. Oui, ensuite? Depuis plusieurs années que j'ai une certaine évolution professionnelle, mais... Une quoi? Une certaine évolution. Enfin, j'arrive à me diriger un peu plus vers ce que je veux au niveau professionnel. Ouais. Mais le matin, par exemple, quand je me réveille et que je pense à la journée qui m'attend, je me dis qu'elle peut être différente, qu'elle va être différente. Mais souvent, je suis quand même rattrapée par les mêmes difficultés. Et tout en essayant d'ouvrir mon esprit, de penser à l'amour et tout ça, j'ai bien conscience que... Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que tout est vibratoire? Est-ce que j'attends? Je prends le temps? J'ai besoin d'un peu plus de patience pour évoluer encore? Alors, parlons un peu de cette question professionnelle, parce qu'elle touche beaucoup de monde. Beaucoup se posent des questions, notamment lorsqu'ils sont dans une espèce d'évolution intérieure. Se dire, tiens, mon job, est-ce que je change, est-ce que je reste, est-ce que je fais la même chose, est-ce que je peux... Bref. Avec ce questionnement qui est derrière, est-ce que je ne suis pas en train de fuir? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que si je bouge, ça vient de ma tête, ça vient de mon cœur? Ça demande beaucoup d'honnêteté, cette affaire-là. D'abord, la première des honnêtetés, c'est, s'agissant de ton travail à toi, ton prénom c'est? Véronique. Véronique. Lorsque tu te lèves le matin pour rejoindre ce travail, est-ce que c'est une injonction qui te vient de ton cœur ou de ta tête? De mon corps. De mon cœur, de mon corps. Et un peu de ma tête. De partout. Vous voyez, là, c'est un peu clairsemé. Non, c'est ma tête qui envoie à mon corps, je pense, des choses. Oui, parce qu'après, je ne souffre pas dans mon corps, dans mon travail. J'ai pas de malaise, j'ai pas de... Donc ça va, le bateau coule normalement. Ouais. C'est bien. Non, mais le bateau ne coule pas. Non, mais je plaisante, mais en même temps, je ne plaisante pas. Je veux que vous soyez honnête avec vous. Tout à l'heure, effectivement, on a évoqué avec Catherine ou Christine. Catherine. Cette histoire de combien de temps, etc. Est-ce qu'on peut rester plusieurs vies, tout à l'heure? À un moment donné, c'est simple la question. Là, Véronique, est-ce que ce que tu vis aujourd'hui est totalement adapté, totalement en résonance sur ce que tu sais être venu incarner sur Terre? C'est oui ou c'est non? C'est non. Ok. Donc, à partir de ce non qui est fait, si la réponse, le non n'est pas de ta tête, mais de ton cœur, c'est qu'est-ce qui m'empêche, moi, aujourd'hui, Véronique, de m'offrir un partage de ce que je suis dans une voie qui correspond totalement à ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'en empêche aujourd'hui? Si tu laisses ta tête répondre, tu auras une liste longue comme le bras, de ceci, de machin, je ne peux pas, les contraintes, et ainsi de suite. Mais, encore une fois, ça demande de l'honnêteté. Parce que tu peux très bien repousser, oui, je vais attendre de voir comment ça se passe, et l'évolution, et mon corps, s'il tient le coup. C'est pas vraiment, en fait, ma question. Non, mais entends bien que je ne réponds pas qu'à toi. Ouais, très d'accord. Non, c'est par rapport aussi à tout à l'heure, quand vous avez dit, c'est ouvrir la boulette et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Mais, encore une fois, ça demande de l'honnêteté, cette affaire-là. Ça demande de l'honnêteté. Donc, soyez honnête avec vous-même. Parce qu'on est les champions de l'univers sur Terre du compromis. On se raconte des histoires en permanence.
Pourquoi? Pour ne pas aller regarder nos peurs en face. Si il te restait, là on t'annonce, par un moyen, peu importe, médiumnique ou que sais-je, tiens, il te reste un mois d'expérience sur Terre. Est-ce que tu consacres le dernier mois qui te reste à faire ce que tu fais aujourd'hui dans ton travail? Pardon? Non, bien sûr, moi non. Ah bon? Moi oui. Moi je sais que je ne peux pas faire autre chose que ce que je fais aujourd'hui. Donc s'il me reste un mois, je fais la même chose. Je ne sais pas ce que je peux faire d'autre. La vraie question c'est pourquoi là, tu mets ça dans le temps, tu délayes. Non, aujourd'hui je ne partage pas ce que je suis ou ce que je sais en mon âme et conscience être venu partager. Et pourquoi je fais ça? Mais si tu prends la place de quelqu'un d'autre par la gesticulation du quotidien, tout l'univers vient à ta rencontre et dit, dis donc Véronique, t'as pas l'impression que t'es un petit peu décalé? Non, non, tout va bien. C'est là où j'ai dit encore une fois, ça demande un courage extraordinaire cette affaire-là, d'incarner ce que nous sommes. Parce que si on écoute le décor ambiant, si on écoute les peurs, si on écoute les traditions, si on écoute les prévisions et pronostics, eh bien on reste dans les rails. Mais regardez autour de vous. Qui s'offre une existence qui est verticalement alignée avec ce pourquoi il a pris ou elle a pris forme humaine? Qui ne va pas sacrifier cet élan sur l'autel de la peur, du doute, du je ne sais pas, de c'est pas si simple, de ceci ou de cela? Mais si je peux finir ma question, c'était est-ce que, alors, on attend tout est vibratoire, c'était plutôt dans le sens d'une direction, à partir du moment où on a pris conscience, les choses viennent de façon normale. Oui, mais ça, encore une fois, nous sommes dotés, là pour le coup, d'un mental, d'un intellect et d'un corps physique. Lorsque on cesse de donner au mental inférieur, c'est-à-dire celui qui est englué dans les peurs, le doute et les angoisses, la mission de gérer notre quotidien, eh bien, on confie cette action, si je puis dire, avec un majuscule au cœur, qui lui englobe le mental. Donc il l'élève à une dimension supérieure. Donc les ordres qui surviennent du mental supérieur continuent à donner au corps et je veux dire, toute la forme psychique des choses à produire, à faire. Donc, l'idée de je vais élever ma vibration et je vais voir ce qui se passe en attendant, ça c'est encore la tête qui est dans cette sorte d'attente. La vie est mouvement, en permanence. Donc, ça ne dit pas que parce que tu changes, si je puis dire, ton état intérieur, que tu n'auras pas des actions à mener, des décisions à prendre, et ainsi de suite. C'est souvent demandé d'acter dans la matière, très clairement, les décisions. Beaucoup me disent, bon, je suis dans un job là, effectivement, je ne sais pas trop ma place, mais bon, j'ai senti en moi, effectivement, j'ai pris conscience, etc., l'amour, tout le truc. Donc là, oui, ça s'ouvre en moi et j'attends de voir le changement à l'extérieur. Le cas échéant, personne ne prendra à ta place un stylo pour signer en bas à droite une lettre de démission. Personne. C'est pas la vibration qui va faire bouger le stylo tout seul, comme dans Ma sorcière bien-aimée. Non. Ça peut être dans un couple, très bien, sans pour autant qu'il y ait une forme d'écartèlement, mais parfois il y a un mouvement géographique où on bouge son corps d'un point A à un point B. Certains me disent « Ah, je sens que je suis appelé à vivre dans un autre lieu. » Ah, je sens. Et puis, alors je lui dis « Très bien, alors comment ça se passe ?» Ben, je suis chez moi, je sens vraiment que... Ouais, mais si, ne serait-ce que, je sais pas, aller, peut-être, si tu écoutes une sorte d'aspiration, aller peut-être te rendre dans des agences immobilières, ou aller sur Internet, peu importe, pour voir ce qui se présente dans les nouveaux logements. Tu attends que le nouvel logement vienne à toi. Je dis ça parce que je vois ça souvent. Il y a une inconséquence dans la partie pratique des choses. Certes, tout est vibration, mais
on est aussi des corps là d'expérience et de mise en pratique. Pourquoi on parle ce soir de vie pratique et spiritualité? Parce que sans mise en pratique, tout ça c'est du flan. C'est la belle philosophie, alors c'est très joli dans une tasse de thé bio, c'est possible. Mais au final, tu restes dans ton même job de merde, avec ton même appart de merde, avec ton âme qui te dit t'es pas au bon endroit, t'es pas dans le bon job et t'es pas dans le bon truc. Qu'est-ce que t'attends pour? Non mais vas-y, t'inquiète pas, j'ai la même vibration, je suis dans l'amour. Ok. Mais encore une fois, il y a cette honnêteté à avoir, tous et toutes. On doit être honnête dans tous les strates de notre existence, que ce soit dans la vie de couple, votre travail, la manière dont vous vous exprimez, dont vous racontez votre vie intérieure autour de vous. J'en parlais hier soir à Nice. Je trouve ça, alors c'est drôle et pas drôle, mais j'entends des fois dans les pauses, dans mes séminaires, des gens qui appellent leurs enfants ou leur famille ou leur mari et qui répondent à la question posée. Tu fais quoi? T'es où? Un de mes séminaires, j'en ai des trucs extraordinaires. Non, c'est une rencontre plutôt un peu à l'astrologie. L'astrologie, est-ce que je parle d'astrologie, moi? Alors on s'en fout de ce dont je parle, mais pourquoi il y a cette réticence à, ici et maintenant, être dans la transparence totale de ce que nous sommes? Bien sûr que ça va chatouiller autour de vous la peur, bien sûr que ça va faire bouger les lignes, bien sûr que tout le monde va dire mais qu'est-ce qui t'arrive et on ne te reconnaît pas. Et votre cousine Élodie qui va dire mais donc tu m'as jamais dit ça avant. Ben oui, maintenant non plus. Et ça à l'infini. Mais cette exigence de vérité, c'est ça qui est important. C'est pas tellement est-ce que mon job est le bon ou pas le bon, c'est est-ce qu'à chaque instant, et pas simplement dans le... Si c'est pas réel dans le domaine professionnel, ça l'est nulle part. On passe de la face. C'est un état dont il est question. C'est pas une technique, c'est pas une action, c'est un état. La vérité qu'on incarne, c'est un état, c'est une décision qui s'incarne. Donc partant de là, notre engagement à être honnête, il part de là. Et ensuite, si on sent en soi, prenons l'exemple d'un travail, ça dit, tiens, quitte ce travail. Et puis là, vous dites, attends, j'ai tellement été habitué à être dans le déni que je me pose la question de savoir si ça vient de mon ego ou si ça vient de mon cœur, de mon âme. Eh bien, la réponse est simple à trouver. Tant que vous conservez une sorte de jugement vis-à-vis de votre univers actuel, eh bien, restez-y. Si vous quittez un point A pour aller à un point B, vous ne pouvez le quitter qu'en étant empli de gratitude pour le décor. Tant que vous partez avec une espèce de partie en vous qui juge l'existant et qui justifie votre mouvement, c'est la fuite. Tant que vous ne voyez pas la bénédiction totale qu'il y a eu dans le couple, avec l'ex-mari, l'ex-femme, l'ex-employeur, l'ex-appartement, l'ex-situation, et que vous ne bénissez pas ce décor ancien qui vous a permis de retrouver la pleine jouissance de ce que vous êtes, pour aller là exprimer autre chose de plus vaste, de plus profond, de plus entier ailleurs, eh bien vous fuyez, vous mentez. Et c'est ce que fait l'humain en permanence. Oui, je ne suis pas bien ici, oh non, il faut que j'aille ailleurs, oh, c'est pas le bon, c'est pas la bonne, ainsi de suite, et passe son temps à vivoter, à survivre, au détriment de ce qu'il est vraiment. Et donc ça, c'est ça aussi qu'il faut voir. Donc il y a cet aspect effectivement d'honnêteté avec soi, et ensuite de se poser la vraie question, est-ce que je suis dans la gratitude ou la fuite? Et encore, je parle de gratitude, on n'est pas en train de dire qu'on va prendre l'ex-Marie Bulon dans les bras, merci ce que tu m'as fait, pas du tout. Simplement, je vois en toi l'être qui m'a permis de retrouver la pleine assise dans ce que je suis, vraiment, et dans ce que en quelque sorte, j'incarne chaque jour davantage. Merci. Ensuite? Bonsoir. J'ai lu La Symphonie des âmes. Et... Attends, je ne vois pas où c'est, là-bas. Colette. Oui. Voilà, j'ai lu La Symphonie des âmes et je voulais savoir si vous pensez que si vous n'aviez pas vécu cette enfance
vous avez quand même beaucoup souffert. Vous pourriez être là ce soir à nous dire tout ce que vous nous dites. Et si mon père n'avait pas été mon père, s'il y avait eu Charles Ingalls à la place. Alors, comment peut-on répondre à une chose pareille? Si le scénario était différent, mais c'est aller chercher une hypothèse qui n'existe que dans une vision imparfaite des choses. Pour moi, il est difficile d'envisager une autre histoire, puisque je la vois dans sa perfection. Après, j'en conviens bien, j'entends aussi ce qui sous-tend la question. Je sais parfaitement que toute situation est utilisée. Mais elle est utilisée, on va dire, utilisable ensuite, que si on l'inclut dans notre cœur, c'est-à-dire que si on la baigne dans notre gratitude. Si c'était pour me targuer d'avoir été cogné par le père ou machin, etc., t'as vu comment j'ai souffert, etc., juste avec l'idée de à la Nietzsche, de ce qui m'a pas tué m'a rendu plus fort, non, ça c'est faux. C'est pas pour s'endurcir, pas du tout. Au contraire, c'est tout l'inverse, c'est pour se ramollir. C'est pour devenir de plus en plus dans la non-résistance, dans le non-jugement, dans l'unité, finalement dans l'amour complet. Qu'est-ce que j'ai dit à mon père sur son lit d'hôpital lorsqu'il était à l'article de la mort? Je lui ai dit, tu vois, de notre histoire ensemble, eh bien, je ne voudrais retirer aucune virgule. Pour rien au monde, je voudrais la changer. Mais je lui dis, en même temps, pour rien au monde, je voudrais la revivre. Mais les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Et beaucoup d'humains ne gardent que la deuxième partie. Pour rien au monde, je voudrais revivre la même chose. Et ils oublient l'essentiel. Pour rien au monde, je voudrais qu'on me l'enlève. C'est là où, lorsque vous cherchez à aider quelqu'un, vous devez voir la globalité de l'histoire. Vous n'êtes pas là pour leur enlever leur souffrance, ou leur enlever leur peine, ou leur histoire. Vous êtes là pour leur rappeler qu'en vérité, pour rien au monde, ils souhaiteraient avoir vécu autre chose, ou vivre autre chose que ce qu'ils vivent actuellement. C'est ça qui est fondamental. Alors bien sûr que, lorsqu'on lit la Symphonie des âmes, ça semble à dire, oh, celui-là, il a pas fait semblant. Parce que c'était utilisé ensuite. Voilà, ça, effectivement, ça me donne une vision assez, on va dire, large de ce dont l'humain est capable, à la fois dans ses extrémités sombres et dans ses extrémités lumineuses, si tant est que j'ai pu toucher ce genre d'aspect. Mais elle est à une autre comparable, d'ailleurs il n'y a rien à comparer. Chacun s'est tissé en quelque sorte un décor qui sert son unicité. Alors peut-être que quelqu'un d'autre que moi qui évoquerait les questions d'incarner la paix dans un décor chaotique serait peut-être moins crédible du fait de ne pas avoir expérimenté dans sa chair le conflit réel, c'est-à-dire la guerre ou ce genre de choses. Mais simplement, c'est utilisé par l'esprit pour transmettre une vibration. Mais ça n'est possible, encore une fois, que parce que on englobe la totalité de l'expérience, et pas simplement ce que l'on voit comme étant difficile. Donc ce qui est important dans la souffrance, c'est l'utilisation qu'on en fait. Alors, la souffrance, la souffrance, elle est liée au jugement. C'est-à-dire qu'on souffre tant que l'on croit vivre contre son gré une situation. Là, on souffre. Je fais une différence, et c'est inscrit aussi dans la Symphonie des âmes, entre la douleur et la souffrance. La douleur, elle est incompressible, si je puis dire. Elle est liée à la condition humaine, au fait de venir dans un corps là, qui est une histoire séculaire, avec toutes ses limitations, cet empoisonnement dont il était question tout à l'heure, cette idée que finalement ce corps se sent dès le départ condamné à la survie, condamné à se protéger des uns des autres. Il croit que c'est sa réalité. Donc ça crée une douleur initiale. Et dès que l'on commence à vouloir sentir, percevoir autre chose que ce qui nous est donné à sentir, et dans ce corps en premier lieu, eh bien on commence à souffrir. On l'a dit tout à l'heure, avec les émotions arrivent, ah, je n'aime pas sentir ça,
Sauf que tu es venu, cher ami, t'incarner dans un corps qui fait remonter ce genre de perception. Là, il y a souffrance lorsqu'il y a volonté de sentir autre chose. Ça ne nie pas la douleur qui est là, mais en ce qui me concerne, lorsqu'on dit oui, souffrance non, douleur oui. En tout cas, j'ai souffert jusqu'à temps que je transcende cette idée de je ne veux pas vivre ce que je vis, je veux Charles Ingalls à la place de Georges Mutombo. Et lorsque j'ai cessé de vouloir autre chose, eh bien, oui, il reste évidemment la douleur, mais il n'y avait plus de souffrance, parce qu'il y avait acceptation, il y avait transcendance de la situation, et j'ai réussi à voir, si tu veux, derrière la crête de la montagne. Merci, j'ai bien compris. Ensuite, bonsoir Nadine. Je voudrais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure au sujet de la douleur et des émotions. En avançant avec le temps et l'âge et l'expérience de la vie, et puis tout ce que j'ai vécu, comme tout le monde d'ailleurs, je me suis aperçue, et vous allez certainement me le confirmer, que nos émotions en fait sont nos amis. Sont nos ennemis, mais sont nos amis tant qu'on ne les a pas comprises, tant qu'on ne les a pas vécues, et tant qu'on n'a pas été jusqu'au bout de tout ce qu'on peut vivre avec la colère, la rancœur, l'abandon, enfin la tristesse, tout le flot d'émotions que beaucoup de personnes connaissent au quotidien. Et puis aussi, je pense que tant qu'on n'a pas fait un travail sur soi, peu importe le travail avec les outils qu'on a utilisés, je pense que la vie nous remet toujours sur notre chemin les situations données, toujours les mêmes situations, tant qu'elles n'ont pas été acquises et comprises. Voilà, je voulais juste savoir ce que vous en pensez. Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a dit avec les émotions, on l'a dit avec l'histoire du CM2, c'est ça, il n'y a pas de fuite possible en vérité. Il y a l'illusion de la fuite, de partir ailleurs, mais il n'y a pas d'ailleurs. Ça n'existe pas l'ailleurs. L'univers, c'est comme un décor de fumée autour de nous. On se déplace à côté, on pense avoir cette sortie d'une situation, mais on a déplacé l'univers avec nous. Donc, bien évidemment que rien ne change, puisque nous sommes, chacun en tant que nous sommes au centre de notre univers. Donc on peut se déplacer où que ce soit, ça ne modifie absolument rien. Bien sûr que ça semble bouger autour de nous, les gens, les rues, et ainsi de suite. Mais ça, c'est juste, c'est factice. L'information qui est contenue dans le décor environnant contient évidemment, en permanence, tout ce que l'on porte en soi et qui a vocation à être regardé. Et quand je dis regarder, c'est pas compris. Regarder, c'est appréhender de manière cardiaque, c'est-à-dire que l'on cesse de juger ce que l'on voit. Puisque c'est notre univers, ça veut dire quoi? C'est qu'on est venu faire un avec, univers. Mais tant qu'on ne reconnaît pas cet univers, mais on veut s'en séparer pour faire disparaître, trop ceci, on le juge, injustice, machin, tout le truc habituel, eh bien, on peut faire ce qu'on veut, mais ça a tendance à se rapprocher de nous pour nous dire, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Et plus on le juge, plus la sensation d'inconfort, eh bien, augmente. Donc finalement, c'est un cercle qui se montre rapidement vicieux, puisqu'il nous donne l'inverse de ce qu'on croit obtenir. Ensuite? Merci. Merci, bonsoir Grégory. Alors je ne vois pas où c'est. Un petit peu au-dessus. Ok. Voilà, bonsoir. Vous parliez tout à l'heure du souffle de la peur, et je voulais savoir, à partir du moment où on a identifié ces émotions, accepter ces émotions, je voulais que vous parliez un peu plus précisément du verbe transcender. S'il me reste un tympan actif. Transcender. Transcender, c'est comme...
Oui, mais c'est l'inverse de dire je ne suis pas capable de. Ça, c'est simple. Chaque fois dans une journée, on se dit je ne suis pas capable de. Ou mon cœur m'appelle, ah tiens, je passe dans une vitrine, je ne sais rien, je vois un pull qui me plaît. C'est trop cher, c'est pareil, je ne suis pas capable de. J'ai envie de changer d'appartement et puis j'y pense. Et là, je passe dans une rue piétonne et j'arrive devant une agence immobilière. Je vois un appartement qui correspond point pour point à ce que mon cœur m'invite à rejoindre. Je regarde le loyer en dessous. Ah non, c'est trop cher. Je ne suis pas capable de. Je ne suis pas capable d'aller en direction de mon âme, de ce que je suis, de ce que je suis venu vivre. Où il n'y a plus la question qui se dit, est-ce que, oui ou non, je devrais vivre autre chose que je vis maintenant? Non, même si c'est un mouvement, mais c'est toujours 100% aligné sur ce que mon cœur dit. Donc la transcendance, c'est quoi? C'est transcender cette inclination, qui veut dire infernale de l'humain, à chaque fois que son cœur l'invite à le rejoindre, à lui dire non, c'est trop, pas le moment, plus tard, et ainsi de suite. Parce que là, il y a une peur, la peur existentielle, je vais tout seul à y aller, je vais avoir un effort à produire, comment je vais faire, et ainsi de suite. La tête qui imagine un scénario funeste. Est-ce que j'ai répondu à la question? Non. Pourtant, c'est simple. Là, on parle de mise en pratique. Quand je dis transcender la peur, c'est quoi? L'humain a peur. La peur de l'inconnu, en permanence. C'est quoi transcender la peur? Tremble, mais avance. J'ai peur, donc j'y vais. Tant que j'attends dans mon canapé que la peur s'en aille, quand la peur sera partie, là, je t'assure que là, je change de job, tu vas voir ce que tu vas voir. Jamais ça n'a lieu, bien évidemment. Il y a des gens qui transcendent le jugement de l'humanité dans leur canapé, chez eux, tranquillement. Oh, je sens là, je suis l'amour universel. Ouais. Viens avec moi à Villetaneuse, dans la cave, voir si tu transcendes vraiment l'amour. Alors, on n'est pas là pour se raconter des histoires, encore une fois. Donc, si on est honnête avec soi, on sait, on connaît nos zones de compromis. On sait qu'il y a presque un mécanisme inconscient qui nous fait emprunter des chemins parce qu'on sait qu'ils sont a priori plus sécurisés que ceux qui nous semblent un peu effrayants. Même si, au fond de nous, ça dit « Pourquoi tu ne vas pas là-bas » Alors, transcender la peur, c'est quoi? C'est pas dire « Non, j'ai carrément plus peur ». En prenant la voie opposée, c'est dire « Ok ». Ça m'effraie vraiment. Peu importe que ce soit changer de travail ou déménager ou à annoncer, rien, des choses simples. Vous avez, je ne sais pas, dans votre famille, vous n'avez jamais dit à votre père, droit dans les yeux, papa, je t'aime. Un truc qui vous sonne et qui le sonne même. Non, j'ai peur de dire ça, j'ai peur de passer pour un con, j'ai peur de sa réaction. Et là, il y a bien, à un moment donné, il faut y aller. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Et il n'y a pas de petite action là-dedans. Tout est à chaque fois complet. Donc transcender la peur, c'est bien ça. C'est aller dans la direction qui m'effraie. J'ai écrit dans la symphonie des âmes, j'ai peur, donc j'y vais. Que dit l'humain? J'ai peur, donc je m'en vais. C'est tout autre chose. Mais ce que nous fuyons, systématiquement, nous rattrape. Et de vie en vie, ce qui court derrière nous, eh bien, devient comme des Kenyans au marathon. Sacrée image, celle-là. Alors, c'est ça, transcender la peur. Mais c'est à chaque instant, il n'y a pas de grandes occasions. Tout est occasion. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne serait-ce que, je ne sais pas, même pour venir ici, par exemple, vous allez vous dire, il faut que je parte 1 heure avant pour avoir une place. Donc, j'ai peur de partir de place. J'ai peur que là où mon cœur m'appelle à me rendre, eh bien, je sois bloqué. Alors, tu vois, tu prends la voie habituelle. Tu pars 1 heure avant. Ah, t'as vu, j'ai eu une place, heureusement que je suis parti 1 heure avant. Et puis, comment tu dis, non pas que je vais y arriver en retard, non pas que je veuille défier l'univers, etc., mais est-ce que
partir 1 heure avant, est-ce que ça vient de ma tête ou de mon cœur? Non, mon cœur peut-être m'invite à consacrer cette heure-là de tressaillement à autre chose. Je sens, tiens, ben là c'est le moment juste. Et si je regarde ma montre et j'écoute ma tête, elle dit, mais t'es parti un peu tard là. Et dans moi, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Je prends cette voie-là. Et puis lorsque j'arrive, le parking semble plein. Et au moment où je reste avec confiance, quelqu'un sort et libère la place qui est juste devant moi. Mais tant que je n'ai pas fait cette expérience de transcender la peur, et je continue à emprunter les mêmes voies, qui font emprunter les mêmes chemins neuronaux, qui sont celles de je prends des précautions, donc j'obéis à la peur, rien n'est transcendé. Donc ça nous demande évidemment une mise en pratique en permanence. En permanence. Tout à l'heure, ne serait-ce que l'histoire de, tiens, qui veut commencer? Qui veut lever la main en premier? Pourquoi? C'est parfaitement, je le sens tout de suite. Il y a un truc qui dit non, non, pas en premier. Pourquoi? Par contre, ma question soit pas assez dans le truc collectif, soit que ça tombe à côté, machin, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Est-ce que ma voix dans le micro va pas sonner un peu nasillarde, ainsi de suite? Bref, j'ai peur. Donc je fais pas. Pourtant, il y en a plein parmi vous qui auront là un truc qui dit oui, je vais avec une question. Et pourquoi il n'est pas venu en premier? Parce que j'ai obéi à ma peur. Quel choix a été fait? C'est ce choix réitéré de je vais attendre et puis je vais prendre cette voie-là. Donc, il n'y a pas de petite occasion. Alors, on dit ça ici, mais c'est valable à chaque instant. Parfois, vous allez vous brouiller avec quelqu'un. Combien de fois vous faites je vais attendre qu'il me rappelle. Pourquoi tu n'appelles pas? Pourquoi c'est à l'autre de faire la démarche? Même si, oui, mais attends, t'as vu ce qu'il m'a fait? Mais au fond de toi, tu n'as pas envie de rester là-dessus. Non, c'est vrai. Alors, il y a un truc qui dit, mais bon, j'ai envie de l'appeler. Si je l'appelle et puis qu'il reste sur son territoire, etc., ou même qu'il m'a approchonné, donc... C'est ça, dans ce quotidien. La transcendance, elle est là, elle est à chaque instant. Elle est ce pas que l'on fait vers soi, puisque ce qui s'est passé hier, ce matin, avant-hier, est toujours une invitation à transcender cet empoisonnement qui est dans le corps. Le corps, des fois on me dit, mais non, je me respecte, j'écoute mon corps. Mais tu parles. Ce corps, ça fait 500 millions d'années qui vit au fond de la grotte avec la peur de la bête sauvage. Si tu goûtes ton corps, il prend, ne serait-ce que la nuit dans un couloir, il voit une corde, et il n'y a pas un serpent là? Si tu écoutes ton corps, mais il a peur de tout. Il a été habitué à avoir peur de tout. Et tout ce qui est inconnu, tout ce qui est différent, tout ce qui est inhabituel, attention, passe devant, oui, je te suis. C'est ce qu'il dit l'humain. Qui veut passer en premier? Sauf que votre voix, VOI, est celle que vous êtes le premier ou la première à emprunter. Vous ne pouvez pas faire passer quelqu'un avant vous. Si vous passez après votre grande sœur, votre grand frère qui a dit « Papa, je t'aime ». Si vous passez derrière « Oui, moi aussi. Hein. » C'est nul. Moi aussi, je voulais le dire aussi. Ça ne marche pas. Mais c'est à chaque fois votre rendez-vous. Là, vous avez l'impression que c'était pas vous de parler en premier quand le micro est venu. Pourtant, c'était à tout le monde de parler en premier. C'est le même rendez-vous pour tout le monde. Chacun est invité à regarder, tiens, qu'est-ce qui en moi fait que j'ai pas osé? C'est-à-dire, j'ai dit non à quelque chose. Si j'ai peur de rien, je le ferai ou pas? Bien sûr que je le ferai. Mais je donne le pouvoir à la peur de m'interdire d'honorer ce qui m'anime. Et il n'y a pas de petite occasion, encore une fois. C'est tout le temps, à chaque instant. Alors c'est ça, transcender la peur. Vous avez un choix de vie. Et la bonne nouvelle, c'est que, à force de cesser d'emprunter les voies de la peur, où c'est je ne sais pas, je n'ose pas, je ne peux pas, et que vous commencez à réapprendre, à honorer cette voie verticale, eh bien, il y a une sorte de transformation, une espèce de masse critique qui advient en vous, où la certitude et la foi et la confiance
eh bien, deviennent majoritaires dans votre expérience, votre existence, et même dans votre ressenti. Et là où avant vous observiez en train de résister, de lutter, d'attendre, etc., eh bien, vous allez rencontrer des situations identiques, et vous allez observer avec une joie ineffable que la boule au ventre, que le doute ou l'absence de confiance ont disparu. Et là, tu dis, mais quel soulagement! Et la seule question qui subsiste, c'est pourquoi je ne l'ai pas fait avant? En vérité, c'était si simple. Mais on vient tous pour ça. Et c'est pour ça qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il faut des vies et des vies? Vous voyez, vos vies, combien de fois vous allez faire le choix de la peur au détriment de l'amour? Lorsque vous voyez, je ne sais pas quoi, votre voisin avec lequel vous êtes brouillé, qu'est-ce qui vous empêche, là, pour une fois, de dire, tiens, je vais aller vers lui et je vais briser la glace? Je ne sais pas ce que je voulais dire, c'est qu'avec ma cousine Elodie, je ne fais pas préparer avec ma tête, j'écoute mon cœur. C'est ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais voyez que le miracle que vous êtes ne peut être perceptible dans votre existence que si vous le convoquez par la pratique. Si vous l'attendez dans une sorte de manifestation benoîte qui est dehors, jamais il n'advient. Là, vous le déclenchez et ensuite il devient tout merveilleux puisque vous voyez à quel point chacun des pas que vous faites, eh bien, est un pas vers vous-même. C'est toujours une rencontre vers soi. Et ça ne s'arrête jamais. C'est ça qui est en plus qui est joyeux, c'est qu'il n'y a pas à dire tiens, ça y est, je suis arrivé au bout du chemin. C'est toujours plus, toujours plus à offrir de votre vérité. Toujours plus d'amour à donner. Toujours des espaces de jugement qui sont encore encombrés à évacuer. Mais ça demande au quotidien, tout le temps. Là, demain, ce soir, peu importe, il y a plein de situations où vous allez retomber dans la routine, dans l'habitude. Vous savez très bien que si vraiment vous vous écoutiez, vous prendriez une voie différente. Toutes ces histoires où on mise tellement sur la peur sur Terre, les protections, les barrières d'assurance, les trucs, pourvu que... Et puis là, on était en début d'année, pour voir la teneur des vœux qu'on souhaite. Pour nous, ça se passe bien, quoi. Ça veut dire quoi, ça se passe bien? Une bonne année, hein, puis surtout une bonne santé. Santé, mais j'habite un cadavre, qu'est-ce que tu veux, une bonne santé? On ne doit pas se souhaiter ça. S'il y a un vœu à se souhaiter, c'est puissions-nous intensément et de manière croissante transcender chacune de nos peurs et incarner chaque jour davantage l'amour que nous sommes. Est-ce que ça va bien se passer? Ben, ça se passera. Il y aura bien sûr, il y aura des mouvements, il y aura des effondrements autour de nous. Est-ce que, vu l'extérieur, on dira, ça se passe pas bien pour lui. Qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce que tu regardes? Ce qui s'effondre autour de moi, c'est le donjon de mes peurs. Voilà ce qui s'effondre. Mais si vous voulez que ça se passe bien pour vous, passez une bonne année, pas emmerder, tranquille. C'est ce que vous voulez. Ensuite? Une question. Bonsoir, je m'appelle Manon. Par rapport à la transcendance des peurs, le fait d'accepter ses douleurs, etc., j'aimerais savoir comment on le fait quand, comme moi par exemple, on est atteint d'une maladie depuis des années qui fait souffrir tous les jours. Et même si moi je le fais dans le quotidien et que j'accepte de plus en plus les choses et j'accueille les choses, et ça fait vachement bien, mais il y a quand même des jours où quand la souffrance physique elle est là à 24, transcender ses peurs aussi c'est compliqué quoi. Je vais le faire quand même, mais j'aimerais bien savoir voilà, comment le faire mieux encore. Quand il y a un handicap physique, il y a quelque chose qui nous empêche quand même de... Enfin, qui nous aide pas du moins dans le fait de transcender nos peurs et d'avancer. Quoi. Au contraire, ça t'aide. C'est pas facile. C'est grâce à ça que tu le transcendes. Tu es en train de désigner la montagne que tu es venu rencontrer par un regard neuf, c'est-à-dire à cause de ça, je ne peux pas. C'est tout l'inverse. C'est grâce à ça que tu peux. Grâce à ça, tu peux. Mais ça demande aussi de ta part une grande indulgence. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des jours, ton cœur est suffisamment ouvert pour accueillir le signal douloureux dans le corps. Et puis il y a des jours, eh bien, la vie est en mouvement, tu n'as pas la force.
Il te faut aussi accueillir toutes ces journées, tous ces moments où tu te sens là, comme dépassé par cet événement ou par cette sensation, cette perception. Ça passe par l'indulgence, du coup, avec soi-même. Pardon ? Ça passe par l'indulgence avec soi-même. Du coup. Absolument. Tu ne dois pas juger celle qui, de temps en temps, trébuche. De temps en temps, eh bien, a tellement mal qu'elle focalise son attention sur la douleur. Et c'est totalement OK là-dessus. Parce que ça demande aussi d'agir pour toi comme une mère agit avec son enfant. Parfois, lorsqu'un enfant a les dents qui poussent, elle a beau le câliner, le chouchouter, elle a beau le bercer, lui chanter tout ce qu'elle veut, le gamin, il a mal, il hurle du matin au soir. Eh bien, elle l'accepte. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que derrière, il y a autre chose qui advient. Mais si elle dit, mais allez, il me le pousse dans la bouche. C'est pas ce qu'il demande. Il dit, laisse-moi hurler. Aujourd'hui, j'ai envie de hurler. Et c'est OK comme ça. Oui, et juste une dernière question par rapport à tout ce qui est pratique, par exemple, le côté financier, etc. C'est pareil pour lâcher, parce que la maladie fait que le boulot c'est compliqué, que le financier aussi. Est-ce que c'est vrai ce que tu dis ? Est-ce que c'est vrai ce que tu dis que la maladie fait ça ? Quand tu vois. Pas que ça fait ça, mais que ça aide pas. Ah ouais. Ou ça prend plus de temps. Ou... Ouais. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Ou c'est c'est le constat que tu fais aujourd'hui ? Tu sais, on a tous une maladie. De ce point de vue-là, on trouve une excuse ou un motif pour justifier quelque chose qui semble nous déranger. Tu sais, là on est dans le monde de la comparaison. Si tu étais sur une île déserte, est-ce que tu parlerais de ton état comme ça ? Non, tu n'aurais pas de moyen de comparaison. Tu ne saurais pas. Non, sur une île où il n'y a que des aveugles, personne ne se dit « je vois rien ». C'est dès qu'on commence à comparer comment sont apparemment les autres, on dit ah, à cause de ce que tu as vu, je suis un petit peu en dessous. Il y a même des gens qui me disent en séminaire, sans rire, hein, non mais tu comprends pas, tu vois, une femme qui m'a dit, moi je suis noire et donc du coup j'ai des problèmes. Ah ouais, j'ai pas vu comme ça. Mais on peut tous se créer une pathologie, une maladie, un handicap. On est toujours le trop grand ou le trop petit d'un autre, le trop gros ou le trop mince d'un autre, le trop ceci, pas assez cela. Mais ça, c'est ici. Si tu viens là avec un véhicule qui a ces caractéristiques, ce corps et cette enveloppe psychique, c'est qu'elle est parfaitement adaptée à ton mandat. C'est quoi ton mandat d'incarnation, c'est quoi ? Ben, c'est de répandre, comme chacun d'entre nous, l'amour en toi et autour de toi. Ce qui est la même chose. Tu sais bien que si tu as ces genres de troubles, je puis dire, aujourd'hui, c'est que tu es venu avec la certitude de pouvoir les transcender, c'est-à-dire de cesser de croire en leur réalité. Mais encore une fois, je te dis, ça demande de ta part de l'indulgence, telle une mère pour sa progéniture. Soit tu te prends pour le corps et tu t'enfermes dedans, soit tu vois que tu es la conscience qui entoure ce corps et que le corps est au centre de ce que tu es. Beaucoup se prennent pour une entité consciente enfermée dans un corps. La vie change lorsque tu vois que tu es l'infini et l'éternité, au cœur de laquelle il y a un corps. Ensuite ? Oui. Oui. On ne se lasserait pas de t'écouter, mais peut-être... On va prendre une dernière question. Ouais. Donc Grégory, je l'attrape la question, donc je vais transcender un peu la peur. Tu sais en gros que cet exercice consiste à tout lâcher et à tenter quelque chose qui va vers l'inconnu. Je me le suis payé. Je suis content de me l'être payé. La souffrance n'est plus là, donc c'est pas mal. Il y a une ouverture qui s'est créée, tous les phénomènes sont venus derrière, hein, aussi bien amour parfait que toutes les conneries, enfin, tout s'est joué, tout ça. Et puis aujourd'hui, et c'est là où j'en viens à ma question, c'est que j'ai tout posé après
avoir pas mal circulé. Et il y a comme un espèce de truc qui panique, parce qu'il n'a plus capacité à comprendre, il n'a plus capacité à choisir. Et pour autant, il y a le vieux personnage qui est un peu là quand même, qui dit « Ouais, mais ça va aller où cette histoire ?» Et ça va se poser quand? Malgré tous les trucs intéressants qui me sont arrivés, et il y en a plein, c'est une grande incertitude, et je ne vois pas au-delà d'une semaine aujourd'hui. Donc c'est... T'as la chance, moi je ne vois pas au-delà d'une heure. Ouais, je sais. Moi, je sais que je serai aux Philippines dans une semaine, c'est pour ça que je dis ça. Mais au-delà de ça, je ne sais pas. Il y a une espèce de... il y a un truc qui dit, je fais quoi de ça? J'ai tout lâché. J'ai lâché la porte, et sans savoir ce qu'allait donner l'autre. Et pour autant, il y a encore une espèce de truc qui bouge là, et qui dit, j'aimerais bien savoir. Donc, tu n'as rien lâché. C'est tout ou rien. Hein. C'est très simple. C'est très simple. Je vais donner une image que j'ai vécue dans mon corps quand il était question de sauter en parachute. Tu es dans l'avion. Tu tiens la porte. Pour sauter, il faut a priori tout lâcher. Tu peux essayer de garder une main accrochée à un siège, discrètement. Mais ça marche beaucoup moins bien. Si tu sautes vraiment dans cet inconnu, est-ce que tu es encore en capacité de commenter ta main qui est restée dans l'avion, partie de moi, qui machin, qui doute, etc. Non. Donc, encore une fois, cette affaire-là nous demande une grande honnêteté. On ne peut pas se chercher à se convaincre d'un état vibratoire si c'est une posture. Je te le dis comme cela est. Tu ne peux pas te convaincre que j'ai tout lâché, j'ai tout lâché, j'ai tout lâché, mais donc, aux oubliettes, balance tout ça. Tout ça est expérience. Lâche le concept de j'ai tout lâché. Et tu dis, toi, ce soir, on dort avec ça, et si en fait, j'avais absolument rien lâché, mais j'ai juste lâché un décor pour en prendre un autre à la place. Celui de le décor où je suis celui qui a tout lâché. Mais non, je tiens le décor du gars qui a tout lâché. Hein, j'ai tout lâché. C'est ton nouveau décor que tu tiens maintenant. Donc, on voit bien que tu as remplacé quelque chose par autre chose. Donc, elle est là, maintenant, l'étape suivante, l'étape verticale. C'est j'arrête de m'identifier à celui qui a tout lâché. Merci infiniment.